Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Pierre Lemaître. Bonsoir. Je suis content de vous revoir. Ça, on s'était vu, je crois, pour un autre livre il y a déjà un petit temps déjà. Oui, c'est un bon souvenir. Le temps passe et puis vous en êtes... bon souvenir, merci. Bah, pour moi aussi. Je suis heureux parce que j'adore vous lire, tout d'abord, je vous le dis. Et puis j'adore vous écouter aussi. J'adore votre enthousiasme. Vous êtes partout, d'ailleurs, en ce moment, depuis la rentrée, on voit que vous. Donc, on a beau zapper. Faudrait que je m'en excuse, mais... On a beau zapper, on tombe sur vous, mais c'est un bonheur. Et je me disais, mais comment il fait pour garder cette pêche à chaque fois? Là, vous l'avez encore. Oui, je l'ai. Je suis quelqu'un d'enthousiaste. Je fais un métier que j'aime et j'ai la chance d'y réussir. Que voulez-vous, tous les clignotants sont ouverts. Ouais, puis je vais quand même pas avoir l'arrogance de dire que je suis fatigué. Enfin, vous voyez, vous pourriez. Non, mais quand on a la chance que j'ai d'avoir un lectorat, d'avoir des livres auxquels les gens s'intéressent, je vais pas en plus, avoir de fausses pudeurs. Vous n'allez pas vous la jouer, vous la péter, comme on dit vulgairement. Allez, les belles promesses, c'est le plus gros tirage de la rentrée. On va commencer par un petit questionnaire de Proust, très rapide. Si vous étiez une époque, Pierre, vous seriez quoi? 1860, pas 1862-63, parution des Misérables. Ah oui, Victor Hugo. Là, j'aurais voulu être contemporain de ce moment-là. D'accord, je crois qu'il était imprimé en Belgique, d'ailleurs. Ah bon? Oui. Vous savez tout. Vive Bruxelles, C'est embarrassant. C'est gênant. Hein. Ah oui. Si vous étiez un mot de la langue française. Émotion. Pourquoi? Émotion parce que c'est mon outil de travail. La littérature est une machine à fabriquer de l'émotion et c'est cette émotion chez le lecteur et la lectrice qui fait comprendre le monde. Donc c'est mon outil de travail. Allez, bel outil quand même. Et si vous étiez un endroit en France, n'importe où? Si j'étais un endroit en France, ce serait mon jardin, mon potager. J'avais une piscine très grande que j'ai transformée en potager. D'accord. Pour des raisons écologiques assez évidentes. C'est plus cool, ouais. Et en fait, je suis content d'être en promotion et d'être ici à Bruxelles, mais je ne serai pas ici, je serai dans mon potager. D'accord. Dans quelques mois, ça va falloir bêcher et mettre un peu d'engrais. L'avantage, c'est que j'ai fabriqué ce jardin, il n'y a pas de cailloux. Bon, ça va. Très facile à travailler. Allez, avant le potager, on va parler de votre livre. Ça s'appelle Les Belles Promesses et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Dimanche à Orly. À l'escalier C, bloc 21, j'habite un très chouette appartement que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays. Quelle belle trouvaille vous avez là, de nous rappeler ça. Enfin, je me souvenais pas à ce point de la chanson. Mais attendez, c'est 1963. Moi, j'avais cette musique en tête quand je lisais votre livre. Parce que c'est ça, en fait, c'est les 30 Glorieuses. Et d'ailleurs, je me disais, est-ce que vous avez vos propres souvenirs? Parce que quelque part, vous devenez un peu contemporain de vos fameux Pelletier, là. De le rappeler, je ne sais pas comment je vais le prendre. Bon, ça va encore. Oui, ça va encore. Écoutez, 63. C'est plus un problème qu'autre chose parce que la mémoire transforme tout. Et en fait, si vous vous appuyez sur votre mémoire pour dater des anecdotes, etc., vous risquez d'être dans des anachronismes terribles. Pourquoi? En fait, parce que la voiture, vous jurez, vous auriez mis votre tête à couper qu'elle était de 62, elle s'avère de 68, 67. Oui, en fait, la machine de la mémoire transforme tout, et donc ça vous pose plus de problèmes. En fait,
mon travail consiste plutôt à me méfier de ma mémoire qu'à me reposer dessus. D'accord. C'est pas comme un historien, quoi. C'est un peu le contraire, parce que l'historien, lui, doit faire attention. C'est-à-dire que moi, je suis dans une position confortable. J'emploie un historien pour travailler à ma place. Oui. En fait, j'ai une aide, Camille Clairet, qui est une jeune historienne. Ah, tout de même. Oui, à qui je confie le soin de vérifier. Oh, mais c'est facile alors. Trop c'est facile alors. Non, je vous embête. La voiture de vos parents, c'était quoi, vous en souvenez? Une Dauphine, une Renault. Mon père roulait en vélo Solex et d'un seul coup, on a eu une Dauphine blanche. L'avant était tellement léger, la voiture était tellement légère quand il y avait du vent qu'on était obligé de mettre des sacs de sable dans le coffre avant pour lester la voiture. C'est des souvenirs formidables. D'accord, la voiture. On va en parler parce qu'on va parler du périph' dans quelques instants. Avant ça, c'est la saga des Pelletier qu'on retrouve avec plaisir. Hélène, François, Jean et sa fameuse femme Geneviève qui est encore là. Hein. Le chat Joseph. D'ailleurs, il s'appelle Joseph parce que c'est le chat de Simenon, c'est ça? Oui. Le magnifique roman de Simenon qui s'appelle Le Chat. Ouais. Je suis retourné voir, il s'appelle Joseph. Alors, je ne pouvais pas rater l'occasion de rendre un hommage à Simenon. Oui, parce que ça, c'est le roman policier. On va en parler. C'est le 4e et dernier volet de cette tétralogie, on dit ça quand il y en a 4. Oui. Après Le Grand Monde, Le Silence et la colère, un avenir radieux. Et vous revenez un peu, on parlait de Simenon, au roman policier, en fait, hein, quelque part. Oui, alors, en fait, je choisis une narrative qui, un petit peu. Alors, bon, il n'y a pas d'enquêteur au sens policier du terme, mais c'est vrai qu'il y a une enquête. François va enquêter sur son propre frère, et donc ça donne un dilemme moral important chez le personnage. Oui, enfin, son propre frère, Jean, soupçonné d'être un serial killer, quand même. Il y a eu 3 meurtres. Oui, en fait, François a d'un seul coup un doute. La plupart d'entre nous n'a pas été proche d'un meurtre. Non. Vous avez eu un meurtre près de vous? Oui, hier. Non, oui. Non, mais je ne parlais pas de votre belle-mère, de votre maman. Non, en fait, avoir un meurtre autour de nous, c'est assez rare. Et d'un seul coup, François se dit, mais mon frère a été proche d'un meurtre à 3 reprises, et d'un seul coup, le doute l'envahit. Mais c'est ça le roman. C'est de mettre comme ça tout d'un coup un éclat dans une vie, dans une destinée, non? Parce que ça change les destinées. Vous avez raison, c'est un peu la définition du roman, c'est-à-dire des gens relativement ordinaires à qui il arrive d'un seul coup quelque chose d'extraordinaire. Ouais, le roman d'aventure. Vous aimez ce mot-là? Aventure sans S d'ailleurs, pourquoi? Oui, parce que le roman d'aventure avec un S, le roman à la Jules Verne, ce sont des péripéties qui sont interchangeables. Vous pourriez en enlever, en remettre, ça ne change pas le personnage. Michel Strogoff est le même à la fin du livre qu'il l'était à l'entrée. Alors que dans un roman d'aventure sans S, c'est-à-dire quand il arrive une aventure à un personnage, chaque péripétie vient modifier le personnage et fait avancer l'intrigue dans un sens un petit peu différent. Alors ça doit être compliqué pour vous parce que ça fait des années que vous êtes avec ces personnages-là. Donc ça, je veux dire, c'est un labyrinthe. C'est une gestion un petit peu compliquée. Vous savez, de temps en temps, j'ai l'impression d'être un pilote de Boeing. Vous savez, avec plein de boutons. Voilà, plein de boutons. Comme nos collègues en régie, là. Comme nos collègues en régie. Et en fait, mener un roman choral, c'est-à-dire quand on a beaucoup de personnages principaux, il faut avoir l'œil un peu partout. Mais vous avez des post-it, un peu comme dans les séries policières, là, vous voyez ce que je veux dire Alors non, moi c'est très numérique, mais c'est vrai que j'ai des tableaux avec mes personnages pour essayer de voir où ils vont, s'ils reviennent suffisamment souvent. Enfin voilà, j'essaie de gérer tout ça. Allez, 1948-1963, et puis les 30 glorieuses, période aventureuse, on l'a dit, on va de l'avant. Il y a beaucoup de travaux, il y a des grands travaux. On est un peu comme dans du post-haussmannien, parce qu'il y a des trous dans Paris. Oui, on fait le périph', en fait. Oui, on fait le périph', mais on ne fait pas que ça, on bâtit les villes nouvelles. Et donc, en fait, on est dans une période de grande construction, et il me paraissait intéressant de choisir le périph', parce que l'un des objets emblématiques de cette période-là, Gilbert Bécaud nous le montrait tout à l'heure, c'est l'avion, bien sûr, mais au quotidien, c'est la voiture. L'avion fait rêver, et la voiture devient l'outil du quotidien. Le périph' a mis un temps fou quand même à être construit, c'est la fin, c'est en 1973, on va regarder un extrait, parce qu'on a tout ici, en archive, un extrait du JT de 1963. Mais c'est pour ça que je suis venu, hein. Ces archives. Un jour, vous serez dans nos archives. Non, si, c'est Léon Zitrone, on regarde. Dans quelques jours, faire le tour de Paris en voiture sans rencontrer un seul feu rouge, ce ne sera plus un rêve. En effet, la construction du dernier tronçon du périphérique vient de s'achever. Si tout va comme on l'espère, les automobilistes pourront l'emprunter dès la semaine prochaine. Et je vous rappelle que hier à l'Élysée, en conseil, M. Pompidou avait souligné l'intérêt de cette œuvre dont il a dit qu'elle était colossale. Porte d'Asnières, porte Dauphine, ce sont les 3 kilomètres qui manquaient au périphérique afin que l'anneau de béton entoure complètement la capitale.
Voilà, l'anneau de béton, c'est la bétonisation, je ne sais pas si on le dit en français. On met du béton partout, en fait. On met du béton partout, et l'archive que vous montrez est intéressante parce que on voit bien, ça fait rêver. Ça fait rêver. En fait, il y a quelque chose symboliquement qui fait rêver. C'est une espèce de boucle. On a l'impression qu'on va pouvoir comme ça tourner un petit peu à l'infini. Sans feu rouge. Oui, sans feu rouge, absolument. Sans s'arrêter. Oui, en fait, il y a l'idée d'un feu de mouvement perpétuel. Et puis ce fantasme d'aller du nord de la France au midi de la France, de Lille à Marseille, sans s'arrêter, en passant par le périph', sans se rendre compte qu'avec le périph', la ville allait tourner en rond. Oui, parce que c'est ça que vous montrez aussi. Il y a le progrès, il y a le prêt-à-porter, par exemple. Avec on voit aussi le développement du prêt-à-porter. Il y a le progrès, mais il y a les laissés pour compte aussi. C'est un roman social aussi, quelque part, non ? C'est un roman social. Ce que je voulais montrer, c'était que, effectivement, on avait, avec la famille Pelletier, une famille heureuse dans un temps où, globalement, les familles étaient heureuses. Mais ce bonheur-là se paye toujours, et ce sont toujours les mêmes qui vont le payer. Ce sont les exclus dans le monde rural, avec l'exode rural, et dans le périphérique, avec les expropriations qui ont été nécessaires pour construire ce boulevard. Ça parle d'immigration, ça parle effectivement d'exode rural. Et de la France des villes et des campagnes. On commence à parler de ça. Il y a vraiment un fossé. La France très rurale devient maintenant une France beaucoup plus urbaine. Et en fait, l'exode rural amène, c'est un drame, un certain nombre de familles de paysans à devenir des familles ouvrières. Ouais. Les temps ont changé. Vous allez continuer à écrire, vous allez avancer dans ce siècle. Moi, allez, je vous donne mon autorisation. Non, mais je me demande, allez, par quel angle vous allez continuer ? Alors là, je vais maintenant aborder la période d'après les années 70-80. On va se sentir visé, là, tout doucement. Oui, là, maintenant, ça va quand même chauffer. Ça va chauffer. Alors, on va avoir le rock, on va avoir les radios pirates, on va avoir l'extrême droite et l'extrême gauche violente. On va avoir les grands conflits sociaux, on va avoir les grandes régions qui sont laminées par le chômage, ces années difficiles qu'on appellera des années de crise en pensant que c'est provisoire, alors qu'en fait, c'est un nouvel état du monde. Et on a l'impression que c'est encore rien à côté de ce qui se passe maintenant. Oui. Vous avez dit, je ne sais plus dans quelle interview, parce que vous en faites beaucoup, on marche sur un lac gelé. Oui. C'est terrible, je trouve. Oui, c'est terrible parce que j'ai cessé de croire à la transition écologique. Parce que cette expression de transition écologique nous fait croire qu'on va pouvoir de manière très progressive s'adapter à un réchauffement qui va être très progressif. Or, le modèle scientifique déposé depuis 2018 par un certain nombre de scientifiques internationaux est un modèle qui contredit complètement cette théorie. En fait, on marche sur un lac gelé. Et lorsque la glace va s'effondrer, le système Terre va rentrer dans un système de conséquences qui sera absolument indépendant de nos efforts, fussent-ils vertueux. En d'autres termes, l'homme aura perdu la main sur un système qui tournera de manière parfaitement autonome et qui va enchaîner les catastrophes écologiques. Donc en fait, s'adapter progressivement est une bêtise. Il faudrait une rupture franche, brutale, décisive, maintenant, ce que bien sûr nous ne ferons pas. On la sent pas du tout. Pas du tout. Vous êtes inquiet ? Je suis très inquiet pour mes enfants. Moi, j'ai l'âge de me dire que j'ai vécu la plus belle partie de ce siècle. Donc en fait, vraiment, de manière très égoïste, j'ai une mauvaise conscience terrible de laisser ça à nos enfants, à nos petits-enfants. Ils nous en veulent un peu, les enfants d'ailleurs, quand ils parlent des boomers, etc. Ils ont raison de nous en vouloir. On a vécu finalement l'adolescence du XXe siècle, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait du béton, des avions, des voitures, du plastique, du pétrole, du diesel, comme si ça n'avait aucune conséquence. En fait, on a fait comme les adolescents, on a vécu par tous les bouts du plaisir sans se soucier des conséquences, mais les conséquences, hélas, ce n'est pas nous qui les payerons, ce seront nos enfants. Sans promesses, c'est quoi les belles promesses ? C'est quelles promesses ? Les belles promesses du progrès qui n'ont pas été tenues. On nous promettait que le progrès allait profiter à tous et serait salutaire à tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Et puis la belle promesse, j'espère, d'avoir écrit une suite romanesque qui tient ses promesses. Elle tient complètement ses promesses et elle rencontre un succès public et critique mérité. Merci beaucoup Pierre d'être passé chez nous. Ça s'appelle Les Belles Promesses, c'est chez Calman Lévy. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.